Bonjour et bienvenue dans les entretiens de la régénération, un podcast où on parle de comment régénérer le vivant plutôt que de détruire et je m'intéresse plus particulièrement aux pratiques et visions du monde qui permettent d'y arriver. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à cette notion de pratique et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Berdoulet qui est le directeur de l'association Alage, une association qui existe depuis 30 ans et qui œuvre à la fois pour la régénération des sols, mais aussi qui œuvre pour l'inclusion, la régénération des liens humains. Et c'était ça ce point que je trouvais particulièrement intéressant. Alage a fait aussi l'objet de reportages à la télé, à une certaine couverture médiatique, et puis a été un cas d'étude pour Regenesis, qui est une formation dispensée pour les personnes qui veulent œuvrer pour la régénération. Bienvenue Stéphane, merci beaucoup d'être là. Bonjour Marianne, merci de m'accueillir. Quelle est la jeunesse d'Alage? Comment ça a démarré? Alors je vous emmène sur l'île Saint-Denis, une île-ville qui est au milieu de la Seine, au nord de Saint-Denis, au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. Dans la fin des années 80, des habitants de l'île Saint-Denis se sont organisés pour répondre à ce qu'ils avaient vu être une colère qui s'exprimait dans les urnes en 88 avec un vote à l'extrême droite qui avait complètement bouleversé ses habitants. On est dans la banlieue rouge à l'époque. Ces habitants vont s'organiser collectivement et se dire qu'ils doivent répondre à tous les problèmes en étant spécialistes de rien. Ils vont lancer une première association qui s'appellera Ébullition, qui aura pour but de bouillonner d'idées. Chaque fois qu'une idée marche, ils en font une association. Et à l'âge est né de cette intuition que chômage, inclusion et cadre de vie dégradé pouvaient être les deux piliers d'une aventure associative et politique par les sujets qu'elle traite. Voilà ce qu'a fait Alage au début. Maintenant, 30 ans plus tard, Alage, c'est une association qui porte différents dispositifs autour de ces deux idées, chômage et environnement en milieu urbain, avec ce qu'on appelle le chantier d'insertion, qui est une politique de l'emploi en France pour les personnes les plus éloignées du marché du travail, un parcours salarié, formatif, productif. Et nous, on est dans les espaces verts, historiquement, et puis dans la production de fleurs coupées depuis quelques années. Et un centre de formation aussi au métier du paysage et à l'horticulture pour des personnes inscrites à France Travail et pour des jeunes décrocheurs. Voilà un peu les deux grandes activités que l'on fait. Et tout ça dans une démarche toujours collective, comme à l'origine, puisque on est aussi à l'origine d'un pôle de l'économie sociale dans lequel on est une vingtaine de structures associatives, coopératives et un peu commerciales qui vivent dans un bâtiment, dans une organisation coopérative et de gouvernance partagée. Voilà pour Et- les Ah ouais, premiers. premiers éléments. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est il y a l'environnement, il y a l'humain, il y a l'inclusion, aller chercher les personnes les plus sensibles aux fluctuations du travail et cette notion de gouvernance. Et quand on discutait en amont, il me semble que tu parlais de cette notion de laboratoire et d'expérimentation. Et ça m'a semblé clé aussi dans ce dispositif. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur justement tout ce que vous expérimentez, que ce soit au niveau des sols, au niveau de justement de la gouvernance et de l'inclusion? Oui, effectivement, quand j'ai rejoint l'aventure d'Alage en fin 2011, on était encore sur ces deux activités historiques, chantier d'insertion espace vert et formation professionnelle. Et il y avait à l'intérieur d'Alage des savoirs qui s'exprimaient et c'était dommage de ne pas les laisser prendre de l'ampleur, prendre de la place. Et en plus, on était à un moment où, dans la politique de l'emploi en France, on avait une sorte de croyance que le digital allait résoudre tous les problèmes. Ça allait être l'employeur de tous. Tout le monde saurait coder, tout le monde saurait
trouver du travail grâce au service et à l'informatique. Et nous, on n'y croyait pas trop et on partait un peu loin de ça. Donc, on s'est senti aussi obligé de faire un pas de côté et de questionner notre pratique. Ça a donné des projets, d'abord autour de l'idée de mettre un pied dans l'agriculture urbaine. Parce que, pareil, hein, on est dans les années 2018, en Île-de-France, il y a une sorte de grand mouvement autour de l'agriculture urbaine. Sauf que on est sur l'île Saint-Denis. Et l'île Saint-Denis, c'est là où le contexte va beaucoup jouer, c'est une île de déchets. C'est une île qui est née de la poldérisation de plusieurs îlots par l'évacuation depuis Paris des matériaux qui sont issus de la transformation de la capitale. En gros, le baron Haussmann, il transforme Paris et tout ce qu'on ne veut pas au centre, on le met à la périphérie. D'abord les déchets, puis après les activités industrielles, soit polluantes, soit malodorantes, etc. Et donc, on se retrouve avec une île qui fait 7 km de long et qui est stérile sur une grande partie de sa surface et qui est polluée. Et donc, faire des tomates ou des concombres dans des sols pollués, c'est assez peu visionnaire. Et c'est là où un salarié en parcours d'insertion, donc un de nos bénéficiaires, va nous dire pourquoi on ne ferait pas des fleurs? J'en ai fait pendant 25 ans dans mon pays. Et de là, on a pris conscience de l'absurdité du monde de la fleur coupée, de son impact social, environnemental, et on s'est mis à faire ça. Et puis de là, on s'est posé la question aussi de ces sols. Donc, comment fait-on quand on a des sols pollués, si ce n'est de reproduire ce que le baron Haussmann a fait pour l'île Saint-Denis, c'est-à-dire être un centre qui évacue à une autre périphérie encore ces problèmes. Et c'est là qu'on a décidé, avec des collègues qui avaient une passion pour le compostage, pour la vie des sols, de lancer une autre aventure qui s'appelle aujourd'hui Faiseurs de terre, pour faire des sols en économie circulaire ou des technosols en économie circulaire et en insertion. Et ça venait aussi à côté d'une aventure qui était née dans notre collectif d'acteurs de l'ESS, de l'économie sociale, avec une première aventure industrielle qui s'appelle les alchimistes et qui était une solution qu'on imaginait pour, en milieu urbain dense, créer une boucle de compostage de déchets organiques en démarrant par des couches de bébés et en allant après vers les déchets alimentaires. Et aujourd'hui, les alchimistes se développent un peu partout dans des grandes villes en France et dans les dom-toms. Donc voilà, c'est un peu ce terreau, pour faire un jeu de mots facile, de l'île Saint-Denis qui, avec des savoirs qui se révèlent, des envies de chemins un peu alternatifs que Alage s'est transformé ces dernières années avec des nouvelles activités. Mais toujours en gardant cette idée de créer de l'emploi qui soit accessible à des personnes au chômage et que cet emploi y rende un service environnemental en milieu urbain. Et à chaque fois, les personnes touchées sont sur l'île Saint-Denis ou le périmètre est un peu plus large? Aujourd'hui, Alage est sur 4 départements franciliens, donc Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. Mais toutes ces activités nouvelles dans l'histoire de l'association, elles démarrent sur l'île Saint-Denis et elles sont ancrées sur l'île Saint-Denis. C'est un peu notre gare de Perpignan à nous, quoi. C'est un peu notre centre du monde, l'île Saint-Denis. Et peut-être que c'est parce que c'est l'île Saint-Denis que l'on arrive à faire ça. Tous les projets que je vous ai un peu décrits rapidement, on les a proposés ailleurs et on a vite compris qu'il n'y avait pas les ingrédients pour qu'ils naissent ailleurs qu'à l'île Saint-Denis. Donc, tu veux dire toute la multiplicité des projets, euh, le fait qu'il y ait peut-être cette singularité d'une île polluée, qu'il y ait ce bassin particulier, de cette population particulière, tout ce qui a émergé, c'est vraiment relié précisément à un contexte local, en fait. Moi, j'ai vraiment pris conscience que le territoire et son potentiel, c'était le premier ingrédient pour
que les projets d'Allage puissent naître. C'est-à-dire que cette histoire, c'est la nôtre à un moment donné, sur un territoire donné, dans une configuration d'acteurs et d'actrices singulière. Et que dès qu'on a voulu proposer ces mêmes projets, ces mêmes intuitions ailleurs, ben, la configuration ne permettait pas d'être un terreau pour ces projets. C'est à la fois une configuration d'acteurs et d'actrices privés. On est sous forme associative ou sous forme coopérative, on est des acteurs privés, mais c'est aussi des acteurs et des actrices publiques, que ce soit des agents des collectivités ou des élus, qui vont jouer leur rôle dans cette émergence-là. C'est certainement l'histoire, c'est certainement la position géographique aussi. Le fait d'être la petite ville de 8000 habitants d'un ensemble un peu plus grand dans lequel il y a des grosses villes comme Saint-Denis, comme Saint-Ouen, Aubervilliers, etc., à la périphérie de Paris, qui est une énorme centralité, ça permet aussi ça. C'est peut-être un peu cette idée que c'est un peu à la périphérie qu'on pourrait réinventer le centre. Quand on est au centre, c'est pas possible. Mm. Ce sont des hypothèses, hein. Ah ouais, hyper intéressant. Parce que là, quand j'ai commencé à regarder ce que faisait Ala, je me suis dit, mais en fait, il en faudrait plein partout parce que c'est hyper vertueux. Comme tu dis, enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est un laboratoire d'expérimentation. Vous testez des nouvelles façons de recycler la terre ou de réenrichir la terre. Il y a cette notion de faiseur de terre qui est hyper intéressante quand on voit à quel point tous les sols sont de plus en plus détruits. Ces fleurs qui sont relocalisées, tu parlais de la filière des fleurs qui est assez catastrophique. Comment remettre de l'agriculture urbaine? Donc vous êtes vraiment sur des dimensions clés. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas dupliquer ce modèle, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. J'y crois pas, hein, à cette duplication. Je crois à un essaimage plutôt par fertilisation. C'est-à-dire que si on arrive à monter en généralité notre expérience, qui est faite de moments joyeux, mais aussi de moments un peu difficiles parfois, je pense qu'on a mis plusieurs fois des genoux à terre. Et bon, si on arrive à faire monter cette expérience en généralité, ça devient une expertise qu'on peut transmettre et d'autres s'appuieront sur cette expérience pour l'adapter à leur territoire et à leur écosystème d'acteurs et d'actrices, quoi. Et j'ai pris conscience récemment que, en fait, tous ces projets à qui on donne un destin d'être dupliqués, ça me gênait. Et en fait, j'ai pris conscience que c'était parce que, à la fin, c'est comme si le territoire n'existait plus. Et qu'on marchandisait ce territoire, en fait. Qu'on disait, bah, cette expérience, elle peut, elle peut être la même partout. Et en fait, c'est pas possible. Ce sont tellement des aventures humaines, contextuelles, historiques, dans le sens de qui ne change pas l'histoire, hein, mais qui au moins raconte une histoire Oui. ancrée dans un moment que voilà, il faut la transmettre, cette histoire, mais il ne faut pas essayer de la dupliquer. Et ça, elle est transmise à travers le centre de formation, c'est ça? Ou le centre de formation, c'est plus à destination des publics éloignés de l'emploi? Alors, elle est construite aussi grâce au centre de formation, mais plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que le centre de formation, on l'a conçu aujourd'hui comme un révélateur de savoir. Quand on accueille des personnes au chômage ou des décrocheurs scolaires, comme aujourd'hui avec notre école de la transition, on se retrouve avec des personnes qui ont des savoirs en fait invisibilisés et on va utiliser le centre de formation comme un révélateur de ces savoirs invisibilisés ou un potentialisateur de ces savoirs. Et c'est aussi comme ça que nous, on bouge en tant que structure. On n'est pas dans simplement diffuser un savoir, on est sur un chemin inverse qui est aussi de faire se rencontrer des savoirs. Donc, c'est pas trop par le centre de formation que je verrai cette transmission. Je la vois plus dans des
configuration qu'on construit avec la recherche scientifique dans les sols, la recherche scientifique en sciences sociales, la recherche en philosophie. Si je dois nommer une personne qui m'a fait passer, qui m'a fait grandir, je pense à Bernard Stiegler, avec qui j'ai eu le privilège de travailler pendant 2 ans de manière plus ou moins régulière et qui était très intéressé par cette notion de savoir révéler dans son analyse globale de la négantropie, hein, de comment on concentre les énergies pour faire du bien à un moment donné sur un territoire donné. Et on s'est bien entendu là-dessus. Et derrière, on a décliné cette idée de la rencontre des savoirs dans des projets, par exemple, sur la mobilité des polluants dans les sols des friches industrielles ou des milieux urbains denses. Et là, on se rend compte que aujourd'hui, les chercheurs, notamment de l'IRD, l'Institut de recherche et développement, qui nous ont fait confiance dans créer une alliance, ces chercheurs, ils avouent aujourd'hui que leurs hypothèses et leurs protocoles ont bougé à la rencontre des savoirs des personnes bénéficiaires des projets d'ALAGE. Parce que comme on imposait dans notre relation de recherche le fait que toutes les manipulations devaient être faites par nos bénéficiaires, par nos salariés en parcours, nos stagiaires de la formation, ben, ça crée des espaces de dialogue et ça a fait pivoter un peu tout le monde. Donc voilà, c'est plus là que je vois la transmission. Est-ce que tu as une histoire, enfin des histoires ou des cas à nous raconter sur un savoir invisibilisé qui a été révélé dans le cadre des programmes de recherche ou autres? Tu parlais de la personne qui a pensé aux fleurs, mais est-ce que tu as d'autres histoires? Avec Faiseur de terre, c'est une belle histoire aussi, dans la mesure où en Seine-Saint-Denis, on se retrouve donc avec ces sols pollués euh, pour toute l'histoire de l'urbanisme de l'Île-de-France, de Paris, etc. Et en Seine-Saint-Denis, on se retrouve avec des populations qui sont issues de zones rurales, qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents travailler la terre. Et avec l'IRD, quand on s'est rencontrés, j'ai toujours un malin plaisir à politiciser la première rencontre avec des institutions. Ça me permet de les rendre plus humains ou de me sentir moins en danger face au côté impressionnant. Et donc, je leur ai dit, mais l'IRD, je vous connais, je vous ai croisé dans mon histoire passée. Dans le monde, vous êtes une agence qui a été créée dans une logique postcoloniale d'envoyer les savoirs du Nord dans les pays du Sud. Et si, ensemble, on révélait les savoirs des gens issus des pays du Sud pour réinventer la ville du Nord. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et c'est comme ça qu'on a fait une expérience qui dure depuis 6 ans et qui est encore prolongée pour 4 ans, qui nous permet de montrer que en ville, sur des sols pollués, alors ça dépend du polluant, ça dépend du sol, ça dépend des végétaux, mais on peut recouvrir avec un pansement ces sols plutôt que d'enlever ces sols et les mettre chez quelqu'un d'autre, plus fragile, plus à la périphérie, et que ça limite la mobilité des polluants. Et ces sols que l'on utilise et que l'on teste, ce sont les mêmes sols que l'on a mis au cœur du projet Faiseur de terre, qui aujourd'hui est une SAS qui a comme fait d'armes, par exemple, d'avoir convaincu les Jeux olympiques et paralympiques de ne pas importer de terre, donc de ne pas détruire les écosystèmes ruraux pour amener de la terre en ville, mais de faire fabriquer 30 000 mètres cubes, ça veut dire à peu près 1500 camions de terre, de technosol ont été fabriqués par une recette inventée par Alage et ses partenaires dans Faiseurs de terre. Voilà. Et aujourd'hui, toutes ces personnes qui travaillent à Alage et qui peuvent nous dire, en fait, moi, mes parents
faisait comme ça pour que le sol soit fertile, faisait comme ça pour garder l'humidité, etc. Ça devient des sources d'inspiration pour les chercheurs hyper pointus de l'Institut de recherche et développement. Donc c'est vraiment une fertilisation d'idées. Il y a un côté très rassembleur de mettre en lien des publics qui se côtoient pas. Et c'est intéressant aussi de finalement de capitaliser aussi sur ton expérience dans l'humanitaire. On n'a pas trop parlé de ton parcours, mais toi, tu as passé des années dans l'humanitaire. Et c'est quoi, comment tu t'y retrouves dans ce projet qui est loin des pays exotiques où tu as pu vivre avant? Est-ce que c'est exotique pour toi, l'île Saint-Denis? Alors, quand on arrive et qu'on pose familialement ses bagages en Seine-Saint-Denis, effectivement, il faut des raisons d'y être, de s'ancrer dans ce territoire, parce que c'est un territoire qui souffre de beaucoup de difficultés et de mépris de l'extérieur, de beaucoup de mythes aussi, et il faut pouvoir arriver à dépasser ça. Et ce n'est pas le côté exotique qui nous a fait rester en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt le côté, euh, c'est un vrai laboratoire, je pense, de ce que peut être une société demain, une société où on cherche de la solidarité, on cherche du lien au-delà des différences, on cherche de l'humanité à travers ces différences, et on crée ensemble une histoire singulière, une histoire qui n'est pas figée, quoi, une culture partagée. Et pour ça, j'aime la Seine-Saint-Denis. Maintenant, effectivement, je viens de 10 ans d'humanitaire dans des contextes de crise aiguë, guerre, catastrophe naturelle, où ma préoccupation, c'était à quoi je peux servir pour sauver des vies. On n'est plus du tout dans ce sujet-là, mais il reste quand même des fils rouges, notamment la notion de on ne peut y arriver que collectivement. Moi, je vous raconte des choses, mais en fait, je suis un imposteur. C'est le travail de mes collègues qui est derrière ces mots et à qui il faut rendre hommage. La notion de l'autre avec un grand A, qui est dans sa fragilité, dans son histoire, mais aussi dans son potentiel, c'est aussi cette histoire de labourer, quoi. Il faut pas amener des réponses simples à des problèmes simplifiés, quoi. Euh, et il y a vraiment tout ça aujourd'hui, je trouve, dans le projet porté par Alage, et le fait de le faire en Seine-Saint-Denis. Non pas que c'est le seul endroit où on peut travailler comme ça, mais c'est un endroit particulièrement singulier et inspirant, à mon avis, pour faire collectif, faire société. Je ne Est-ce sais que plus si ça répond à la question. complètement, complètement. Et je pense qu'au-delà d'être un imposteur, tu es plus un porte-voix, un porte-parole, j'imagine, de tout le collectif qui est derrière toi. Et je vois une question aussi qui est émergée dans le chat sur la notion de la reconnexion à la nature, un rapport au temps différent. Est-ce que c'est un terreau pour la révélation des savoirs, du savoir-être? Oui, à différents endroits. La politique de l'emploi qui s'appelle l'insertion par l'activité économique, donc ces fameux chantiers d'insertion que nous portons à l'âge, que d'autres portent dans d'autres secteurs d'activité, avec d'autres formats, les entreprises d'insertion, les régies de quartier, etc., etc. Euh, euh, à l'âge a choisi de le faire avec la nature parce que l'île Saint-Denis et les territoires d'intervention d'Alage sont des endroits extrêmement minéralisés, et donc qui vont de plus en plus souffrir de cette minéralité. Donc ça, c'est un premier élément fort parce que, en fait, en travaillant à conduire, à accompagner la nature en ville, on accompagne des territoires plus résilients aux transformations, plus agréables à vivre, plus équilibrés. Deuxièmement, les personnes qui arrivent chez nous, elles sont déterminées par leur passé. C'est-à-dire que quand elles arrivent chez nous, en général, ça fait 1000 fois qu'elles racontent le pourquoi elles sont
en difficulté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie qui font qu'aujourd'hui, elles n'arrivent pas à, à- à trouver un emploi, à garder un emploi, etc. Et le végétal, par le cycle des saisons, par les séquences, c'est une façon de nous permettre d'accompagner les personnes pour qu'elles se détachent de leur passé déterminant et qu'elles regardent le présent, voire qu'elles se projettent. Mm. Et, et pour ça, nos parcours, ils font à chaque fois les 4 saisons et on voit que le fait de dire à quelqu'un, et voilà, tu vas avoir 1 an à travailler, quel que soit le temps, avec le végétal, et on voit des corps qui se redressent, on voit des corps qui se renforcent, on voit des regards voilà, qui deviennent plus fiers. Et, euh, et le temps, il est nécessaire. C'est-à-dire que si on met de la précarité sur la précarité, ben, ça fait de la précarité, quoi, hein. Et le fait de se dire, tiens, 12 mois, 4 saisons, c'est un cycle, inconsciemment, je pense que ça joue aussi dans les processus de reconquête de dignité qui sont au cœur de notre accompagnement. Et ce temps qui passe dans un monde qui presse à prendre des décisions, qui presse à maîtriser plein de choses, ben, ça, c'est un vrai ingrédient pour les personnes qu'on accompagne. Ouais. Mm. Ouais, c'est très Et fort ce que tu viens de dire. Mm. il faut vraiment imaginer que s'il y a une raison d'être de cette politique de l'emploi, c'est pas d'être mesuré au nombre de personnes qu'on remet sur le marché du travail. Il faut être mesuré à ce qui fait qu'un parcours est réussi, c'est-à-dire cette capacité d'une personne à reprendre le pouvoir de décider de sa propre vie. Parce que notre public, quand il arrive, en fait, il est défini par tout ce qu'il n'a pas. Il n'a pas de métier, il n'a souvent pas de formation, il n'a souvent pas de logement, il n'a pas de santé, il n'a pas de casier vierge, il n'a pas de compte en banque, etc. Et quand on n'a rien de tout ça, c'est plein d'autres gens qui décident pour nous, avec pas mal de filets de sécurité en France, hein, là-dessus, il faut le reconnaître. Mais en tout cas, pas du tout la possibilité de décider de sa vie. Et après un parcours en insertion, chez nous ou ailleurs, hein, je pense qu'on peut se dire qu'un parcours est réussi parce que la personne, elle a ouvert son sac à dos, elle a rangé son sac à dos différemment et elle peut le porter pour avancer et prendre des décisions de la direction qu'elle veut prendre. Et ça prend du temps, comme une graine, comme un. Enfin, voilà, on peut faire des métaphores filées avec le végétal assez facilement. Mm. Et récemment, j'écoutais Paul Hawken, je sais pas si ça te parle, qui parle de régénération, qui a écrit un grand nombre de livres. C'est un philosophe américain. Et il disait, mais en fait, si on éliminait la pauvreté, on n'aurait plus de problème environnemental. Parce que les gens prennent aucun plaisir à aller déforester, aller on appelle ça tuer les animaux sauvages alors qu'ils n'ont pas le droit. Euh, S'ils le font, c'est parce qu'ils ont pas de moyens de subsistance, ils n'ont pas cette dignité qui fait qu'ils peuvent vivre tout en étant dans une logique constructive et de la régénération. Et quand je t'entends, je me dis, c'est évident que si on donne le moyen aux gens de vivre en accord avec leur potentiel et ce qu'ils peuvent apporter, eh bien, on va pouvoir avoir des sociétés qui sont beaucoup plus à même de protéger le vivant. Et c'est hyper clé en fait de se concentrer sur cette notion d'équité sociale et de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à des parcours que toi et l'association vous permettez. Et je reboucle ce que tu dis avec la notion de temps. Le temps court, le court-termisme, ça oblige à des stratégies de survie qui sont mortifères. Le temps long, ça permet de se projeter et donc d'être intelligent collectivement et de réfléchir à des solutions qui, à moyen long terme, seront beaucoup plus régénératives. Et, et, euh, et voilà, mais c'est Et, c'est compliqué. et donc on est complètement à contre-courant des grandes tendances actuelles.
Si tu pouvais donner, pour conclure, on arrive doucement à la fin de cet entretien, mais si tu pouvais donner des conseils à des territoires, à des associations qui aimeraient s'inspirer de ce que vous faites, par quoi est-ce que ces territoires pourraient commencer? Comment on avance et on démarre un projet aussi florissant que celui d'Alage? L'histoire du territoire, je pense qu'elle est déterminante parce qu'elle crée un contexte favorable euh, et que on ne, c'est plaquer une nouvelle histoire sur quelque chose de manière hors sol, c'est forcément voué à l'échec. Par contre, de dire à des gens, voilà d'où vous venez, ok, c'est pas simple, mais de cette histoire, on va créer un narratif collectif qui nous enthousiasme, ça rend les gens beaucoup plus engagés. Après, je pense qu'il y a la nécessité de faire alliance, qui est aussi un peu à contre-courant, hein, malgré toutes les énergies qui veulent aller dans ce sens. Et nous, on parle de notre PPP. Qu'est-ce qu'on met derrière? C'est ce partenariat public-privé auquel on rajoute tous les P qui manquent. Ça veut dire que on veut sortir d'une relation où on a la puissance publique qui décide et nous, acteurs privés, quelle que soit notre forme, qui exécutons dans le cadre permis par la loi. Et on va essayer de rééquilibrer ça en disant, ben non, il faut un partenariat où il y a la puissance publique, les acteurs privés et la population, ça fait déjà 4 P, qui vont ensemble reposer le diagnostic de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller ensemble. Et cette projection, elle nécessite une pédagogie parce qu'on apprend à bosser ensemble et elle doit viser pour la paix et pour la planète, d'où le PPPP. Et je pense que cette posture, je trouve plein de mots avec des P maintenant, merci beaucoup, c'est ça qui fera que les pièces du puzzle vont s'organiser à condition aussi d'accepter de ne pas connaître la destination. C'est-à-dire de ne pas viser un but, et donc peut-être de sortir des logiques de projet pour aller plutôt vers une destination qui forcément sera décalée par rapport à ce qu'on imaginait au début, mais qui sera enrichie de ces interactions publiques, privées, population. Donc, ça Voilà nécessite notre recette. ouais, une recette avec une nécessité d'ouverture, de coopération, et je pense que c'est vraiment clé pour construire ces projets et les faire en bonne intelligence avec beaucoup d'acteurs. Et comment est-ce qu'on peut aider à l'âge? Comment est-ce qu'on peut contribuer, participer, soutenir cette belle initiative? Est-ce qu'il y a des moyens? Merci. Aujourd'hui, on est à un moment clé parce que comme on est articulé à l'action publique, on est souvent mis en turbulence par les acteurs publics, gouvernementaux, nationaux, et en ce moment, et en tout cas depuis juillet 2024, c'est pas simple. Ça a des conséquences. Il y a aussi un grand phénomène de pivot en France sur le financement du social, des projets auprès des personnes fragiles comme les projets portés par Alage. Donc il y a bien sûr besoin de trouver des sources de financement pour continuer à mener cette action publique qui est développée par mes collègues. Mais on est aussi souvent frappé par le manque de moyens humains, non pas qu'on n'arrive pas à avoir les bonnes compétences, mais c'est que de réunir ces bonnes compétences au bon moment, c'est compliqué parce on a des budgets très contraints, on fait très 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 peu d'excédents, donc on est plus souvent fragilisé économiquement. Donc l'autre façon d'accompagner à l'âge, c'est de s'engager dans l'association, soit comme membre associatif pour amener
une vision politique qui soit en contrepoint de l'exécutif que je représente. Parce que ça, c'est nécessaire dans une asso d'avoir ces deux pôles, politique et exécutif, ou de venir avec des compétences professionnelles qui vont nous permettre d'avancer dans nos développements, dans nos évolutions. Aujourd'hui, Fleur d'Allage, qui est un projet extraordinaire, arrive à un point nodal où il va falloir soit arrêter, soit trouver une autre façon de produire, parce que notre problème n'est pas de vendre nos fleurs, elles sont même reconnues dans le luxe, mais c'est d'en produire assez pour arriver à notre modèle économique. Et ça nécessite de transformer notre ferme en une ferme organisée différemment, et notre chemin de structuration de la filière avec le collectif de la fleur française aussi. Donc ça nécessite des compétences. Et, euh, et puis des gens qui prennent des risques avec nous, des gens qui s'intéresseraient à ce que fait Alage en nous donnant leur industrie, c'est-à-dire soit de l'argent, soit des savoirs. C'est ça qui fera que Alage pourra continuer encore 30 ans. À condition qu'à l'âge se pose toujours la question de est-ce qu'on est bien les plus pertinents pour répondre aux problèmes qui nous a permis de se créer. Parce qu'il n'y a rien de pire que se dire c'est parce qu'il y a du chômage que à l'âge doit exister. Quoi. Non, c'est pour ce territoire, pour ce problème, c'est à condition d'être le plus pertinent dans notre réponse que l'on a le droit d'exister. Et ça aussi, ça nécessite que des gens ensemble réfléchissent à qu'est-ce que c'est aujourd'hui être pertinent sur ces problématiques environnementales, sociétales et sociales. Surtout avec cette idée que les réfugiés climatiques seront plus nombreux, plus de pression sociétale, mais peut-être plus de façon d'imaginer le monde ensemble. Donc voilà, il faut être au rendez-vous de ces grands mouvements. Des compétences et de l'argent, quoi. Voilà, voilà. Classique. Merci beaucoup Stéphane et j'espère qu'en tout cas à mon humble, avec l'humble portée de ce podcast, ça créera d'autres connexions et des personnes qui ont envie de soutenir avec leurs moyens, leur industrie comme tu dis. Et voilà, ça me semble être un modèle vraiment orienté vers l'avenir et j'espère que ça fera plein pas de duplication, mais d'inspiration sur un grand nombre de territoires. Merci beaucoup. Euh, Merci à toi. Stéphane, donc dans les prochains entretiens, on aura une personne qui va nous parler de comment organiser une entreprise de manière régénérative. Et on va parler de gouvernance aussi. On aura aussi une personne un philosophe qui nous parlera de notre lien au sauvage et à la nature. Et puis le dernier entretien avant l'été, ce sera au sujet du tourisme. Comment on peut utiliser le tourisme pour créer plus de valeur et avoir une approche plus vertueuse. Donc, si vous suivez ces entretiens, si ces entretiens vous parlent, vous inspirent, n'hésitez pas aussi à soutenir les entretiens. Vous verrez en commentaire dans la description de la vidéo, pardon, un Tipeee pour pouvoir contribuer et donner et contribuer à continuer cette initiative. Merci beaucoup.